Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi, c'est Audrey, et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur, avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Eh bien, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain où j'ai le plaisir de recevoir Miju, la propriétaire de Hurlevent des Nouettes d'ailleurs. Merci beaucoup Miju d'avoir accepté mon invitation à venir parler de ton histoire avec Hurlevent sur ce podcast. Merci Audrey. Merci pour ton invitation. J'ai été très surprise que tu me contactes et j'ai adoré écouter ton travail. Donc je me suis dit que ce serait un exercice super intéressant. Donc vraiment merci. Eh ben écoute, oui c'est vrai que je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça fait 2-3 mois je pense que je suis ton compte. Et donc je pense que moi aussi je vais apprendre des choses sur Hurlevent et toi. Et en tout cas votre manière de faire m'a beaucoup intéressée. Donc je pense que ça va être une super histoire à partager. Écoute, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger autour d'une passion commune telle que les chevaux et j'espère qu'on va avoir un échange super intéressant ensemble autour de tout ça. Eh ben, j'en suis quasiment sûre. Et du coup, on va pouvoir le commencer. Alors, du coup, son cheval, c'est Hurlevent. Il a 16 ans. C'est un poney palomino. Mais j'avoue que j'en sais pas beaucoup plus sur Hurlevent. Donc, du coup, qui il est et comment il est arrivé dans ta vie, du coup? Alors, Hurlevent, c'est un poney français de selle. Mais c'est un papier poney cheval, voilà. Sa mère est poney français de selle, mais son papa est un selle français qui a oublié de grandir. Donc l'élevage des Nouettes l'a pas mal utilisé pour produire des grands poneys et des petits chevaux, assez qualitatifs du coup, je peux l'attester. J'ai rencontré Hurlevent de manière un peu atypique. Pour les anciens qui connaissent le forum de la Fédération française d'équitation. Il y avait un forum de la Fédération française d'équitation. Bah ouais, mais avant les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on papotait entre passionnés finalement. Et du haut de mes 14 ans, je passais beaucoup de temps sur le forum à discuter avec d'autres cavalières et à lire plein de posts. Et c'était super cool avant qu'on ait Facebook, Instagram et tout ça. Et je suis tombée sur un post de l'élevage qui du coup proposait un poulain palomino beaucoup trop mignon à la vente. Et c'était pas du tout le projet d'acheter un poulain, donc moi j'ai commenté ah trop mignon, j'espère que vous trouverez quelqu'un, ou je sais plus quelle niaiserie du haut de mes 14 ans. Ma mère politesse quoi. C'est ça. Et ma mère est passée par là à ce moment-là et elle me dit c'est qui ce poulain? Je sais pas, c'est un poulain à vendre. Puis le titre était vraiment papier multi-médaillé, etc. Enfin parce qu'il a des super papiers. Et elle me dit il sera poney ou cheval? Je sais pas. Elle m'a dit, demande. Si c'est cheval, on achète. Quoi? Moi, j'ai 14 ans, hein. Alors j'avais déjà mon premier poney Michou à l'époque. C'était pas du tout dans le projet, donc un poulain. Je demande à l'éleveuse s'il sera poney ou cheval, et donc l'objectif, c'était qu'il soit poney. Donc elle me répond poney. Je suis super déçue, entre guillemets, de la réponse. Elle repasse, je lui dis qu'il sera poney. Elle repart de ma chambre, elle revient, elle me dit « Mais par contre, il faudra pas t'attacher, hein, ce sera pour de la valorisation. » Je comprends rien à ce qui se passe, et je dis « Ok. » Ok, donc ta mère avait dit si les chevals, on l'achète. Finalement, il est poney, on l'achète quand même, avec l'objectif de le revendre, quoi. C'était ça. Et du coup, 2 semaines après, on était en Normandie pour rencontrer ce petit gars qui avait 4 mois et demi à l'époque, qui était encore sa mère. Ok. Oui, en effet, c'est très original. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auront acheté leur cheval comme ça, quoi. C'était avant Tinder et compagnie. J'ai rencontré mon poney sur Internet.
Oui, et puis là, ça fait vraiment, oui, comme Tinder, je swipe à gauche et puis on prend, quoi. C'est exactement Je sais plus ça. si c'est l'inverse, ça va. Je sais pas non plus, mais dans l'idée, on est là et on a fait passer une visite veto basique parce que sur des poulains aussi jeunes, on check les aplombs, 2-3 choses comme ça. Et après le sevrage, il nous a rejoints. Ok. Sauf que, en vérité, le temps qu'il atteigne ses 3 ans, t'es déjà tellement attaché à ton poulain que tu te dis qu'il partira jamais. Bah oui, et puis surtout, enfin, je veux dire, le temps qu'il atteigne ses 3 ans et puis que tu commences la valorisation, du coup, à ses 3 ans, euh, tu vas pas le vendre tout de suite, quoi. Enfin, il s'est bien passé 4 ans avant que tu le vendes, tu vois. Je veux dire, le but d'une valorisation, c'est de faire au moins une saison avec. C'est ça. Et bon, de Ouais. base, moi, je suis une cavalière de sport. Je faisais de la compétition. Mhm. Quand j'ai commencé à monter dessus, l'objectif était clair. S'il me limitait pas dans mes objectifs, il repartirait plus jamais. Ok. Oui, donc au moment-là, vous vous êtes dit, en fait, tant que le poney te suit dans tes objectifs, on est bon. C'est ça. Et il s'est avéré être un incroyable partenaire, que ce soit sur les terrains de concours et dans la vie. Et du coup, il est Ok. jamais reparti. Oui, on s'en doute, parce qu'il est toujours avec toi. Donc oui, ça fait quand même du coup 16 ans que tu connais Hurlevent, en fait. Cet été, ça fera 16 ans que je l'ai rencontré pour la première fois. Oui, donc ouais, ça fait vraiment un moment où vous avez eu, lui toute une vie avec toi et toi une demi-vie avec lui, quoi. Comme je l'ai dit Plus l'été d'une demi-vie. dernier, ça faisait officiellement plus de jours qu'il était dans ma vie que de jours où il n'a pas été dans ma vie. Ou tu l'as pas eu dans ta vie, oui, donc c'est quand même assez incroyable. Enfin, il n'y en a pas encore beaucoup qui peuvent dire ça, quoi. C'est ça, c'est le poney d'une vie. Vraiment, c'est mon meilleur ami et je suis juste tellement reconnaissante qu'il ait croisé ma route à cet instant-là. Ma mère serait rentrée dans ma chambre 5 minutes plus tard. J'aurais été sur un autre poste de la fédération et elle n'aurait jamais vu la photo de ce poulain et il aurait jamais été question de l'acheter et je l'aurais jamais rencontré. Ah oui, attends, moi je pensais que ta mère était aussi sur le forum et donc qu'elle avait vu passer peut-être un de tes commentaires. Ah non, juste toi t'étais sur ton PC dans ta chambre, la porte derrière, ta mère est passée, elle a vu la photo, quoi. C'est ça, c'est un timing de 2 minutes. À 2 minutes près, c'est la vie qui m'a dit, il est là, il arrive. Ouais, c'était vraiment ça. Et ouais, donc il est arrivé. Et donc du coup, bah, comment se sont passées les premières années avec lui? Parce qu'on pourrait dire, donc tu nous as dit que t'étais cavalière de concours, enfin avec des ambitions de concours, donc on pourrait se dire, les premières années avec un poulain, tu t'es entre guillemets fait chier. On pourrait se dire ça. Pour le coup, c'est tout l'inverse. Donner un poulain à une ado de 14 ans qui est gaga des chevaux et vous la retrouverez à faire des trucs absurdes tous les week-ends dans un pré. J'ai désensibilisé toute une génération de poulains avec mes bêtises, littéralement. On a décidé de le mettre dans un élevage de sel français qui était Mhm. à un quart d'heure de la maison pour qu'il ait l'occasion de grandir avec des poulains de son âge et qu'il ait une vraie enfance. Donc il n'était pas dans l'écurie où était mon autre poney avec lequel je tournais en concours. Il était avec des copains de son âge. Mais pas loin de chez toi, donc en fait tu pouvais y aller en vélo presque. C'est ça, ça faisait une petite trotte, il y avait pas mal de dénivelé, donc je pouvais pas y aller tous les jours, mais je l'ai vu toutes les semaines, Mhm. pendant ces 3 ans, ces 3 premières années. Et c'était génial de le voir grandir, d'interagir avec lui. Euh, j'ai pas forcément fait toutes les choses dans le bon ordre, mais alors il était désensibilisé plus quand est arrivé le débourrage. Il avait déjà eu un tapis sur le dos pour la première fois, il avait 1 an, bon on est d'accord, hein, c'était juste un tapis posé sur le dos, mais je l'avais marché en licol, je l'avais brossé, il savait déjà donner les pieds, il savait tout faire. Et puis du coup il y avait un lien de confiance qui s'est construit au fur et à mesure, qui était fantastique. Et j'ai adoré. Enfin vraiment, avoir un poulain, tout faire de zéro. Il y a le risque constant de faire des bêtises, hein, parce que ça n'a rien à voir avoir un cheval aussi vert par rapport à un poney qui a déjà de l'expérience. Mais c'était la plus belle aventure de ma vie en tant que cavalière. Oui, puis en plus t'avais quand même l'élevage qui assurait la partie logistique. C'est ça. C'était encadré parce que, par exemple, ma mère est cavalière de base,
mais on n'y connaissait rien en poulain, on n'y connaissait rien en alimentation du poulain, toutes ces choses-là qui s'improvisent pas finalement. Donc là, au moins, on était encadré par un professionnel qui avait un paquet de poulains qui naissaient chez lui. Donc, on n'avait plus qu'à gérer le reste. Oui, t'avais plus qu'à gérer le fait de lui lancer un tapis sur le dos. C'est ça, quoi. Et de le papouiller et d'en faire mon ami. Et très rapidement, il est devenu très proche de moi, il débarquait quand j'arrivais, il était content de me voir et voilà, petit à petit, on a tissé ce lien. Et du coup, en fait, quand le débourrage est arrivé, je considère que je l'ai pas débourré. En fait, je l'ai débourré sur 3 ans parce que tout le travail en amont était déjà fait. Et même si, du coup, j'avais déjà un galop 7 depuis plusieurs années, quand il a fallu le débourrer, on a décidé de me faire encadrer par un des professionnels de l'écurie spécialisé en débourrage. Donc un des professionnels de l'élevage ? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, c'était lui au bout de la longe quand je suis montée dessus pour la première fois. Mais c'était toi qui montais dessus pour la première fois ? Oui. Mais le but, c'était d'avoir quelqu'un pour me diriger au cas où. S'il y avait un souci, s'il y avait des erreurs. Et au final, tout s'est fait avec un naturel déconcertant. Quand je suis montée dessus, au final, il a tourné sa tête, il m'a regardé, il m'a dit « maintenant, t'es là-haut ?» Ok. Ça n'a pas changé grand-chose pour lui. Non, parce que voilà, ça fait 3 ans qu'il me voyait tout le temps et que j'étais là à sauter à côté de lui, à lui gratter les oreilles, à faire plein de choses et ça a été une anecdote dans sa vie. Par contre, lui n'a pas été une anecdote de la tienne. Exactement. Donc du coup, pendant les 3 premières années de sa vie, en tout cas, la vie d'Hurlevent a été plutôt heureuse. On en a discuté en amont de cet épisode et c'est un sujet dont tu avais envie de parler. Toi, pour le coup, cette période, elle n'a pas été heureuse. Pour le coup, cette période a été difficile pour toi, même au-delà de difficile. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as préparé de dire à ce moment-là ? Vas-y. Ok, ouais. Mes poneys ont eu une place centrale dans ma vie, pas que en tant que cavalière, mais aussi en tant que personne qui souffrait énormément. Hurlevent est arrivé dans la pire période de mon existence et s'ils n'avaient pas tous les deux fait partie de ma vie, je suis pas sûre que j'aurais survécu. Ce n'est pas exagéré de dire qu'ils ont été une de mes seules raisons de rester en vie. Je suis une personne polytraumatisée. Aujourd'hui encore, j'apprends à vivre avec les conséquences post-traumatiques des abus sexuels qu'on m'a fait subir, d'abord pendant ma petite enfance, puis en continu pendant mon adolescence, donc pendant cette période-là, par des adultes de mon entourage. Ces événements font partie intégrante de ma construction en tant que personne, en tant que cavalière, et ça a grandement influencé ma relation aux autres et aussi avec moi-même. J'ai toujours été d'une grande fragilité psychologique et émotionnelle et aujourd'hui encore, c'est mon combat au quotidien. Ma vie est une longue série de up and down et je vis dans un grand 8 émotionnel constant. Ces dernières années, je suis passée par de nombreuses phases pendant mon rétablissement. J'ai énormément souffert, je me suis beaucoup perdue et j'ai fini par tout remettre en question. Je suis en thérapie avec un professionnel depuis 7 ans, ça m'a beaucoup aidée, mais mon deuxième thérapeute, ça a toujours été Hurlevent. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris pendant cette thérapie du quotidien, c'est qu'on traite nos chevaux soit comme on traite les autres, soit comme on se traite soi-même. Et dans mon cas, je pense que c'est comme moi-même. Et le problème, c'est qu'on m'a tellement maltraitée que ça a brisé mon estime de moi-même et que je me suis pas toujours très bien traitée à mon tour pendant la plus grande partie de ma vie, pensant que je méritais pas mieux. Mais Hurlevent m'a ouvert les yeux sur tout ça et j'apprends à mieux me traiter, moi, pour lui. Il me fait me remettre en question comme personne et il me connaît mieux que moi-même. Les chevaux sont le miroir de nos âmes et il a toujours lu en moi comme dans un livre ouvert. Je pense pouvoir dire sans exagérer qu'il est l'être vivant qui m'a le plus permis de me remettre en question. Et après plus de 15 ans dans ma vie, il a tout chamboulé, ce que j'étais et ce en quoi je croyais. Il a été un thérapeute intransigeant, il m'a obligée à me confronter à mes émotions et à apprendre à les gérer. Mais il m'a aussi appris à persévérer envers et contre tout et que rien n'est impossible quand on y croit assez fort et qu'on se donne les moyens d'y parvenir. Je vois pas quoi ajouter d'autre, en fait, sans détériorer ton témoignage qui est très... qui te parle, qui parle de toi, qui parle d'Hurlevent. Donc, je vois pas quoi rajouter d'autre. Ce que je te propose, c'est que là, tu nous as fait le résumé de tes 16 ans avec Hurlevent, tes
fêté plus de 15 ans avec Hurlevent, 16 cet été. Et je sais qu'il y a quand même eu je pense qu'il y a quand même eu des moments, entre guillemets, clivants pour en arriver à la conclusion que tu as tirée avec Hurlevent. Est-ce que tu peux nous parler du moment où tu t'es dit, en fait, le moment où tu as compris que tu pouvais traiter ton poney autrement que ce que tu faisais jusqu'à présent? Alors, je pense que pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Moi, je suis issue de l'équitation dite classique. J'ai évolué pendant des années en centre équestre et j'ai acheté mon premier licol éthologique quand j'avais 12 ou 13 ans. Mais à l'époque, je croyais à tort que je devais choisir entre compétition et liberté. D'accord. Alors, je faisais mes petits essais de mon côté pour le fun et je me pliais aux règles le reste du temps. Mais malgré ça, le sang-mort, ça m'a toujours parlé profondément. Et du coup, c'est tout naturellement qu'après avoir débourré Hurlevent, j'ai commencé à le travailler sans mort en parallèle du travail nécessaire pour en faire un poney complet. Ok. Et j'ai acheté mon premier side quand il avait 4 ou 5 ans. J'ai commencé à monter un peu en cordelette quand il en avait 7. Et du coup, le sang-mort a toujours fait partie intégrante de notre planning de travail. D'accord, t'as intégré en fait, tu savais que t'avais envie de faire ça, mais tu savais pas exactement comment. Donc t'avais un peu dissocié ton travail en deux, quoi. D'un côté la compétition, de l'autre côté le fun avec la liberté. C'est ça, mais on était quand même dans un entre-deux parce que par exemple, j'avais mis le doigt sur le fait que si je le travaillais en side la veille de complet, il était beaucoup mieux sur le carré de dressage le lendemain. Ah, ok. Oui, t'avais compris ça, enfin t'avais remarqué ça en fait sur tes épreuves parce que je pense que tu t'étais dit oui, bon bah veille de concours, on va pas travailler les gros trucs. On va faire une petite séance tranquille. Donc on met le side, c'était ça? C'est un peu ça. Je faisais du plat, mais du coup, je considérais pas encore que je faisais du dressage en side. Je faisais vraiment une détente type stretching sans mort. Mes séances de cardio étaient systématiquement en licol éthologique. Mais voilà, il y avait quand même toujours cette notion de mort et de travail en mort, parce que de toute façon, c'était obligatoire en concours à l'époque. Mais du coup, même si je lui ai toujours laissé un espace d'expression, c'est-à-dire, il y a toujours eu dans le planning au moins 2 extérieurs par semaine, parce que je trouvais ça important que ce soit pour le physique ou pour le moral. Pendant ces extérieurs, il avait le droit de s'exprimer, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Pareil pour les séances de cardio. Par contre, quand on travaillait. Ouais. Oui, c'est ça, tu dissociais. L'extérieur, c'était pas du travail, comme tu dis, c'était pour lui faire plaisir, quoi. Alors, c'était quand même du cardio. Il y avait quand même des trottings, des galopings, mais c'était des espaces où je lui laissais le droit de s'exprimer complètement. Par contre, du coup, comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait de le traiter comme je me traitais, quand on travaillait, quand j'avais décidé qu'aujourd'hui c'était travail, on devait être parfait. On n'a jamais attendu autre chose de moi que la perfection. Et du coup, ça a fait de moi une perfectionniste maladive, si je puis dire. Et du coup, j'ai continué à m'infliger le même traitement, c'est-à-dire à croire que je devais être constamment parfaite et que si j'étais pas parfaite, je n'en valais pas la peine. Et du coup, j'attendais la même chose d'Hurlevent. Oui, parce que si lui n'était pas parfait, c'est parce que tu ne l'avais pas été, quoi. C'est parce que potentiellement, tu avais fait quelque chose qui était pas bien avec lui, quoi. C'est ça. Et du coup, quand on travaillait, il y avait une pression constante de cet objectif de perfection. Voilà. Il fallait qu'on atteigne la perfection. Et donc, chaque séance de travail, j'étais très dure avec moi-même et du coup avec lui. Oui, parce que forcément, si lui n'était pas parfait, ça n'allait pas. C'est ça. Sans forcément d'explication derrière, mais juste ça ne pouvait pas exister dans ta tête, quoi. C'est ça. Et du coup, sans parler de violence ou quoi que ce soit, il y avait un niveau d'exigence qui était tellement élevé. Mes attentes étaient trop hautes parce qu'il y a des jours où il était parfait, mais il y a des jours où il l'était pas. Et je croyais à tort, parce que c'est ce que j'attendais de moi-même, qu'on devait être toujours au top, tous les jours. Il n'y avait pas le droit d'avoir des jours où on n'était pas au top. Oui, mais c'est impossible pour un être vivant, qu'il soit humain ou cheval.
C'est ça. Et du coup, c'est en avançant sur ma thérapie personnelle et en apprenant à l'écouter et à comprendre que il y a des jours où il avait pas envie, tout comme il y a des jours où j'avais pas envie de bosser non plus quand j'étais au boulot. Oui. Malgré tout ça, on a eu la chance de performer jusqu'à un assez bon niveau. On a tourné jusqu'en amateur 1 en CCE. Quand même. Un assez bon niveau. on a eu la chance sur un très très bon niveau. C'est ça. On a eu la chance de fouler plusieurs grands nationaux en amateur 1, alors que c'est du coup un poney. Donc on était un des seuls poneys au milieu de tous ces chevaux et franchement, j'ai jamais eu à rougir de partir sur un poney. Il a été fantastique et il s'est toujours donné à 200%. Je pense que j'ai des souvenirs incroyables des plus beaux terrains de complète France où il m'a offert des sensations, des performances. J'en ai encore des étoiles dans les yeux quand j'y repense. En plus, c'était des périodes où j'étais très fragile psychologiquement et cette adrénaline, ces instants hors du temps qu'il m'offrait étaient vraiment une raison de m'accrocher à la vie et de m'ancrer dans l'instant présent. Et pour ça, je lui suis tellement reconnaissante. Et il y a eu un premier tournant. J'ai fait une grosse rechute psychologique à cause de tout ce que j'avais vécu. Ça a été une année très compliquée pour moi psychologiquement et quand j'ai reconnu que j'avais besoin d'aide, on a eu un grave accident sur le cross. C'était quelle année, juste pour qu'on se localise un peu chronologiquement? C'était il y a 7 ans. Ok. Alors, attends, Donc il y a 7 ans, 2017. 2016. 2016. C'était en septembre 2016, c'était en septembre 2016 au meeting des propriétaires. On n'a pas naché sur le cross. C'était clairement pas une des plus grosses épreuves qu'on ait courues. Je saurais même pas dire ce qui s'est passé exactement. La foulée venait même pas si mal, mais ce jour-là, il a pas suffisamment décollé. Il a tapé le tronc d'arbre et on a fait un soleil. Je suis tombée en première et il a ensuite atterri sur moi de tout son poids. Sur le moment, j'ai pas compris ce qui arrivait. Et surtout, à ce moment-là, je pensais qu'à une seule chose. À lui. Sur le moment, tout était noir. J'étais au sol. Je pouvais plus ni bouger ni respirer. J'apprendrai plus tard qu'un de mes poumons venait de se décoller. Et il y avait une seule idée qui m'obsédait. C'était est-ce que lui s'était relevé? Parce que si lui s'était pas relevé, moi je voulais pas me relever non plus. Et je suis à jamais reconnaissante de cette petite commissaire au paddock qui était toute jeune et qui a compris que à travers mes 2 tentatives de respirer, je demandais comment allait le poney. Et elle a compris ce que je lui demandais et elle m'a rassurée. Elle m'a dit il est là, il est debout, il est à côté de toi, il a l'air d'aller bien. Et du coup j'ai pu me calmer et attendre l'arrivée des secours et me relever. Et après ça, du coup, j'ai mis un petit moment à m'en remettre physiquement. Et du coup, c'était dur parce que... Oui, physiquement, t'as eu de la casse et t'étais déjà, comme tu disais, psychologiquement pas bien. C'est ça. Et en fait, j'étais dans la fuite constante de la réalité à travers l'action. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait 40 000 trucs pour pas penser, pour pas être seule avec ma tête. Et toutes les pensées parasites, les remontées traumatiques, les angoisses que ça génère, c'est... Tant que t'as ta dose d'adrénaline, tu les oublies. C'est ça. Sauf que là, je me suis retrouvée assise sur un canapé, même plus capable d'ouvrir une poignée de porte sans que ça me fasse mal. C'était terrible. Et j'ai dû me confronter aux démons qui habitaient ma tête. Oui, parce que t'avais plus le choix que de ne pas bouger. C'est ça. Je pouvais même plus monter à cheval. Je pouvais même plus aller voir mon poney toute seule parce que conduire était trop compliqué. Donc, ça a été une période vraiment dure. C'est à ce moment-là que, du coup, j'ai commencé ma thérapie. Et que j'ai décidé de prendre en main ma fragilité psychologique et toutes les conséquences de ce que je subissais. Donc, c'est en fait ton accident avec ton poney qui t'a poussé vers la thérapie. C'est les conséquences de cet accident qui t'ont poussé vers ça? Très honnêtement, je sais pas si j'ai commencé le mois d'avant ou juste après l'accident. Ok. Mais on va C'était concomitant. Ouais, ok. J'ai commencé les antidépresseurs et les anxiolytiques 1 mois avant mon accident parce que justement, je me sentais commencer à sombrer et finalement, cette chute a été le symbole de ma santé
Oui, il n'y a pas de cause. Il y a pas de causalité, mais il y a quand même une coïncidence. Tout s'est craché en même temps. Ouais. À la suite de quoi, j'ai décidé de quitter l'Île-de-France et je suis partie à l'autre bout de la France pour rejoindre mon compagnon. D'accord. Donc t'as emmené Hurlevent avec? Évidemment, il faisait forcément partie du voyage. Il était forcément dans les bagages. Exactement. Donc j'ai rempli ma petite voiture de mes affaires et j'ai trouvé un transporteur, j'ai trouvé une écurie, j'ai trouvé un logement et je suis partie. Ça, c'était le 2 janvier, du coup, 2017. J'étais pas encore en capacité de monter tous les jours. J'avais encore mal. J'étais encore très mal psychologiquement aussi. Mais j'ai décidé que prendre de la distance avec mon quotidien pourrait peut-être m'aider à y voir plus clair et à rebondir. D'ailleurs, anecdote, j'avais commencé à refrôler tout ça du bout du doigt. Je me suis remise à l'obstacle en cordelette. Au moment-là? En 2017, du coup? Ouais, quand j'ai commencé à ressauter post-accident, j'avais peur d'appréhender. Au final, c'était pas le cas. Mais du coup, j'avais peur d'appréhender et de prendre des mauvaises décisions pour lui. Et oui. Que si ça arrivait pas bien, je m'accroche à sa tête. D'un coup, tu le rattrapes et en fait, lui, il serait passé, il se serait rattrapé tout seul, mais ton action l'aurait empêché de se rattraper, quoi, oui. Exactement. Du coup, j'ai décidé de commencer à monter en cordelette un petit peu à ce moment-là pour la reprise, pour lui laisser la liberté, parce que lui, il connaît son boulot, il sait sauter. Oui, pour être sûr de ne pas le gêner par des actions de main potentiellement dangereuses pour vous, enfin, qui auraient pu vous mettre en danger. Exactement. Du coup, j'ai un petit peu repris comme ça. Je suis passée par plusieurs écuries pendant ces années-là. Donc là, vous êtes allé où? Vous êtes allé dans le sud, c'est ça? Ouais, j'étais du côté de Cannes. Il n'y avait pas de complet dans le sud. Donc, j'étais très déçue de pas pouvoir me remettre au complet, parce que malgré ce qu'on aurait pu penser, j'avais qu'une hâte, c'était de retourner crosser. Des fois, il y a des décisions qui sont pas logiques. Je me suis pas fait peur. J'ai compris ce qui s'était passé, et même si j'ai compris plusieurs mois après que j'avais failli mourir, quand j'ai pris mon poney sur moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir qu'un décollement pulmonaire, mais j'ai pas compris sur le moment que j'avais failli mourir, mais même quand je l'ai compris, j'avais envie de m'y remettre. Mais du coup, voilà, j'ai passé plusieurs années à plus avoir vraiment d'objectifs. On est passé par plusieurs écuries, je bossais beaucoup seule, je continuais à beaucoup monter sans mort, mais il y avait toujours cette dualité. Il y avait ces séances sans mort pour le fun, et il y avait ces séances avec le mort, et quand on bossait, on était censé bosser. Et t'avais encore à ce moment-là le côté, quand on bosse, donc on a un mort, et on doit être parfait? C'est ça. Il y avait toujours... T'avais encore ce moment-là, quoi. T'avais encore ce schéma de pensée-là, quoi. Je suis encore en train de travailler aujourd'hui sur mon perfectionnisme maladif. Et sur doute que même en 7 ans, ça va pas se remettre en 7 ans. C'est ça, c'est un cheminement qui prend du temps et je travaille encore dessus. Mais voilà, il y avait encore ce truc où j'étais butée et où du coup, ça pouvait partir au conflit parce qu'aujourd'hui, il avait pas envie ou il sortait du cadre, etc. Et du coup, je disais non, mais non, aujourd'hui, c'est boulot. Et j'étais pas juste. Oui, d'autant plus si sur certaines séances, quand t'étais du coup sans mort, t'avais moins cette rigidité. C'est ça qui était fou en fait. Oui, donc ton poney avait certainement du mal à comprendre que des fois, il y a des choses qui passaient, il y a des fois, il y a des choses qui passaient pas, quoi. Je pense qu'il comprenait, en vrai, parce que du coup, comme chaque outil était utilisé pour un truc différent, je pense qu'il comprenait. Par contre, il essayait juste de me dire, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et moi, je lui disais, le planning, il a dit que... Il y avait cette rigidité de contexte dans ma tête. Et je pense que c'est contre ça qu'il disait qu'il y avait un problème. En 2021, ça a été encore une année compliquée psychologiquement. J'allais vraiment pas très bien. Et lui non plus. Donc là, vous étiez toujours dans le sud? Oui, on était toujours dans le sud. On avait changé d'écurie depuis pas très longtemps. Et je sais pas, je dirais 1 jour sur 2, il y avait du conflit. Entre lui et toi? Ouais.
Il était capable de m'offrir des séances phénoménales. Et il y a des jours où juste il disait non. Et il t'offrait des séances catastrophiques. C'est ça, sauf qu'il faut savoir... Catastrophiques de ton point de vue. Oui, mais alors non, alors pas que de mon point de vue. Ah non, ok. Faut savoir une chose avec Hurlevent, c'est que je pense qu'il fait partie de ces chevaux qui ont toujours su qu'ils pouvaient avoir le dessus sur l'humain. C'est un poney qui a du caractère. Et depuis toujours, dans mon contexte trop rigide, si j'étais rigide et ferme mais calme, tout se passait bien. Par contre, si j'avais le malheur d'être dans une mauvaise émotion, d'être en colère ou d'être tendue parce que j'avais passé une mauvaise journée, il me le disait très fermement, mais très clairement, qu'il n'était pas d'accord et qu'il n'avait pas à subir des émotions négatives qui n'étaient pas de sa faute à lui. Et il n'avait pas à subir, par exemple, ta rigidité, ta colère, C'est ça. Et autant, il a toujours accepté la fermeté, quand je le remettais dans un contexte en disant « Non, on travaille ». Bon, globalement, c'était OK. Par contre, si j'étais tendue de ma journée et que le « on se remet au travail » était fait avec tension, avec énervement, il me disait « Tu veux jouer à celui qui s'énerve le plus fort ? Parce que t'as perdu ». Donc là, t'avais droit à quoi ? T'avais droit à du cabré, de la ruade C'est ça. Et du coup, pendant cette période où ça se passait très mal, si j'avais le malheur de me fâcher, il se mettait droit debout, il me sortait de la carrière. Si j'étais là avec mon stick à lui chatouiller les flancs pour qu'il se pousse davantage, il remontait le cul, il me disait clairement, c'est un non. C'est pas juste un cheval, c'est pas un cheval qui s'éteint face à la contrainte injuste, c'est un cheval qui s'allume. Et tous les signaux s'allument et il me disait non, c'est non. En fait, juste, il n'y a pas de débat. Ça ne se passera pas comme ça. Oui, donc il t'embarquait en dehors de la carrière, il se cabrait et puis... Du coup, tu descendais, je pense ? Il y a eu des fois où j'ai vraiment voulu insister aveuglément, toujours avec mon problème de cadre. Et il y a des fois où je commençais à me dire je fais pas du cheval pour ça. Je fais pas de l'équitation pour ça. Et à cette période, déjà, je vais pas trop parler à grand monde de cette période parce que j'avais honte. Parce que je me disais qu'il y avait vraiment un problème. Et en même temps, j'arrivais pas encore à comprendre ce qui se passait. Justement parce que j'étais en souffrance, j'avais du mal à comprendre le message qu'il essayait de me transmettre. Tu parles de honte, mais je pense que 90% des personnes qui écoutent ce podcast, des cavalières, sont passées par un moment comme ça. Tu as ce moment où tu sais qu'il y a quelque chose de, entre guillemets, mal qui se passe. Tu sais qu'il y a une autre solution qui serait possible, mais juste tu la vois pas, la solution. Mais c'est ça, et puis parce que du coup, on n'en parle pas. Ouais. Mais cette période est très compliquée, et il y a autre chose que tu as dit, c'est je faisais pas du cheval pour ça. Et aucune petite fille ne s'est mise au cheval en se disant je vais casser la gueule à mon poney, quoi. Mais c'est exactement ça. Tu vois, il y a aucune personne qui s'est dit je vais me mettre au cheval, comme ça, quand mon cheval va se cabrer, je vais lui claquer la cravache entre les oreilles. Personne ne se dit ça. J'ose espérer que personne ne se dise ça. On vient tout au cheval pour créer une relation. Enfin, comme tu disais, en fait, quand il était poulain, de jouer avec lui et de te rendre compte qu'au fur et à mesure, oui, tu joues, t'évolues ensemble, tu grandis ensemble. C'est pour ça qu'on vient au cheval. Et à côté de ça, on continuait à faire nos 2 balades par semaine en l'école éthologique, à aller faire des galops dans des contextes et dans des décors incroyables et à avoir des moments fantastiques. Et en même temps, là, dans cette carrière, il y avait un truc qui se jouait. Et il y avait une voix dans ma tête il y avait une part de moi qui me répétait ce qu'on m'avait toujours répété étant enfant, tu peux pas laisser passer ça. Faut pas le laisser se mettre debout, il a pas le droit de te sortir de la carrière, le laisse pas faire. Et donc en fait, quoi ? Rajouter de la violence à la violence ? De ton passé de cavalière de centre équestre, en fait. C'est ça. De ce qu'on t'a appris depuis toute petite.
les chevaux et qu'il fallait les soumettre. Oui, mais encore une fois, aucune jeune cavalière ne se met à l'équitation en se disant « Cool, je vais pouvoir soumettre et dominer mon cheval ». C'est ça. Et du coup, pour la première fois de ma vie, pas après avoir eu un accident qui aurait pu me coûter la vie, non. Après cette énorme période, enfin, non, c'est pas une énorme période, finalement c'est assez court. Finalement, c'est pas après un accident qui aurait pu me coûter la vie, c'est pendant cette période d'incompréhension entre nous, que je me suis dit pour la première fois, mais peut-être que je vais arrêter l'équitation. Et j'ai envisagé arrivé là. De le mettre au pré et de juste revenir à l'essentiel, en fait. De juste aller m'en occuper pour lui faire des gratouilles, lui donner des carottes, faire des balades de temps en temps. Et je me suis dit, peut-être qu'il est temps d'arrêter le sport. De te dire, en fait, je vais revenir comme on en était poulain et adolescente. C'est ça, retrouver le lien, retrouver l'amour. Parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qu'il y a au centre de l'équitation ? Il y a de l'amour. Je reviens à ce que tu dis par rapport aux petites filles qu'on a toutes été. Moi, je voulais juste cette relation d'amour avec mon poulain. Je voulais juste qu'il me suive partout quand je courais et qu'il trottait derrière moi. C'est ça que je voulais. C'était pas des séances qui finissent mal et où je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que du coup, je me fâchais contre lui. Et après, je me mettais à pleurer et je m'excusais et je disais, je suis désolée de me fâcher et en même temps, je comprends pas. Je ne comprends plus. Je ne sais plus quoi faire. Et à ce moment-là, on m'a parlé d'une professionnelle qui avait son écurie à moins de 10 minutes de chez moi. Et on m'a dit, c'est une hippie comme toi, elle monte sans mort. Ok. Bon, au-delà de la balle perdue pour les hippies et pour les gens qui montent sans mort. Et pour les gens qui montent sans mort, deux en mort. Voilà, exactement. J'ai décidé d'aller à sa rencontre. J'ai découvert son travail aussi à travers les réseaux sociaux parce que je la connaissais pas, parce qu'elle se fait pas trop de pub. Et je me suis dit, peut-être que c'est la solution. Et du coup, j'ai pris mon poney et on a déménagé chez elle. Et je me suis dit, mais en fait, quand je le monte sans mort, j'ai pas les mêmes attentes et ça se passe beaucoup mieux que quand je monte avec un mort et que constamment j'attends des choses de lui. Donc ça, tu te l'es dit toute seule, parce qu'en fait, on t'a pas présenté cette dame comme une solution à tes problèmes. On te l'a un peu balancé en mode c'est une illuminée comme toi. Et c'est toi qui as fait le lien de te dire, bah oui, en fait, quand je suis sans mort, ça se passe bien, et en partie parce que je n'ai pas les mêmes attentes que quand j'ai un mort. C'est le cheminement que j'ai commencé à faire seule, oui. Et en fait, je voulais quitter l'écurie où j'étais, notamment parce que c'était un peu trop loin pour moi, et comme j'étais très fatiguée à ce moment-là, les allers-retours m'épuisaient en plus. Et je me suis dit, je veux le changer d'écurie, je veux le rapprocher. On m'a parlé de cette dame, et tout s'est connecté. Je me suis dit, on tente. Ouais, ok. Et du coup, au début, quand je suis arrivée là-bas, j'ai décidé de juste tout recommencer. J'ai rangé le filet. Non, c'est pas vrai, j'ai pas rangé le filet tout de suite en plus. Mais en arrivant là-bas, j'ai décidé un peu de tout recommencer parce que du coup, on était vraiment KO tous les deux. Et donc, j'ai vraiment repris tout doucement, avec des détentes, avec du décolleto, avec du side. Et j'ai vraiment essayé de juste nous remettre dans du positif et dans du pas d'attente. Et ça nous a fait du bien à tous les deux. Ouais, t'allais sur des séances qui... Tu cherchais pas le conflit. En fait, t'allais sur des séances où t'étais sûre de pas avoir le conflit, quoi. Après, il faut savoir que même sans mort, il y a des jours où il me disait non. Par exemple, un de ses grands jeux, c'est de faire des écarts pour des fantômes qu'il voit dans sa tête. Alors qu'à côté de ça, c'est un poney complet, hein. Je peux lui montrer tout et n'importe quoi, il le saute. Par contre, il aime bien faire genre, il a peur du plot dans le coin, alors que je le mets au milieu de la carrière, il le saute. Et du coup, c'est le genre de chose qui a tendance à m'agacer, à créer de la tension chez moi, puis chez lui, puis chez moi, puis chez lui, et à monter graduellement. Et du coup, même sans mort, des fois, je devais m'exposer à cette frustration. C'est juste que comme j'avais moins d'attentes, la frustration était moins haute. D'accord. Et
Et cette personne t'a encadrée ou au moment-là, t'étais encore toute seule? Alors, je me suis mise à prendre un peu de cours avec elle. Je montais quand même toujours beaucoup seule, mais je me suis mise à prendre des cours avec elle. Et du coup, il faut savoir que Christelle, citons son nom parce qu'elle mérite toute la reconnaissance du monde, travaille principalement tous ses chevaux en side, en licol, en cordelette. Elle fait un boulot admirable avec ses chevaux et elle choisit toujours les morts les plus doux s'il y a besoin de morts. Enfin voilà, elle est vraiment orientée écoute du cheval, bien-être du cheval et vraiment, enfin c'est fou ce qu'elle fait. Et du coup, moi qui ai toujours fait du sang mort dans mon coin, un peu à expérimenter en termes de sensations, avec les connaissances que j'avais du classique, que j'essayais de reporter au sang mort, pour la première fois de ma vie. Déjà, on m'a pas regardée comme une folle et comme une illuminée, et surtout, on a pu m'encadrer en sang mort. C'est la première fois que j'ai pu prendre des cours en sang mort et qu'elle m'a dit « Ouais, mais là, tu vois, tu montes comme si t'avais un mort. En side, faut monter un peu différemment si tu veux avoir la même attitude qu'avec un mort. La subtilité, elle se trouve là. Fais un peu plus comme ci, fais un peu moins comme ça. » Ça a été un déclic de malade. Oui, parce que ça a été la première fois où tu as eu quelqu'un qui pouvait t'aider. Jusqu'à présent, les gens qui pouvaient t'aider en mort. C'est ça, et c'est la première fois aussi qu'on m'a mis devant les yeux qu'en fait, c'était pas vrai. On n'avait pas besoin de choisir entre compétition et liberté. Elle a gagné des 140 en sang mort. Oui, donc là, tu te dis, ok, en fait, c'est possible. J'imagine, enfin, j'ai l'image, tu sais, quand d'un coup, tu ouvres une porte qui a toujours été là, mais juste tu t'étais pas rendu compte que c'était une porte. C'est ça. Et en fait, depuis le début, dans mon travail avec mon poney, il y avait 2 phases. Alors que j'essayais de lier tant bien que mal, mais il y avait 2 phases. Il y avait on travaille avec un mort et on travaille sportivement avec un mort et on travaille la connexion et le lien sans mort. Et j'essayais de connecter les deux, mais il me manquait justement cette ouverture de porte pour pouvoir faire les deux. Oui, c'est vraiment cette porte où tu te rends pas compte que c'est une porte et donc tu te rends pas compte que t'aurais pu l'ouvrir et que la connexion, elle était là, quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, j'ai pas du tout mis de mort pendant 1 an. Parce que j'en ai remis quelques fois à un moment donné. Et en fait, je me suis dit, à quoi bon? J'en suis pas encore là. Ça régénère potentiellement de la frustration. Aujourd'hui, il est grand temps que je remette mon poney au centre de ma pratique. Parce qu'en fait, c'est pas l'équitation que j'aime. C'est le lien que j'ai avec lui. Et c'était ça que je voulais chérir et que je voulais cultiver. Et je me suis dit, si aujourd'hui, un outil génère de la frustration, pour toi comme pour lui, alors on bannit. Et j'ai essayé de revenir à cet essentiel. Et il y a eu des moments compliqués, et même sans mort, il y a eu des jours où j'étais frustrée, parce que il y avait encore des résidus, parce que c'est pas j'ai changé d'écurie, je recommence à zéro, j'ai tout jeté malheureusement. Ça a pris du temps. Par exemple, j'ai été vachement conditionnée sur le fait qu'une séance c'était 1 heure. Ouais. Tu montes sur ton cheval, tu travailles 1 heure. C'est débile, c'est débile. Il a été parfait les 40 premières minutes. Il commence à se déconcentrer parce qu'il est fatigué et qu'il a déjà tout donné. Et après quoi? Du coup, tu veux pas t'arrêter sur un truc pas bien, donc tu vas rester encore une demi-heure de plus parce que tu veux finir sur un truc bien? C'est ridicule. Et du coup, heureusement que Christelle a été là pour me dire, tu sais, ça a pas besoin d'être 1 heure. Regarde, moi, ma jument avec laquelle je fais du concours, des fois, je la monte 20 minutes. Elle a été parfaite 20 minutes. Bah, c'est bon pour aujourd'hui. Et là, j'ai fait, oh, mais c'est vrai? Mais il y a personne qui est là avec sa montre en main à côté de la carrière à me dire, tu restes 1 heure dessus? Donc, bim! Ça, j'ai dû déconstruire aussi. Et j'ai dû apprendre à trouver le bon moment pour arrêter ma séance. Et c'était super dur au début, parce que des fois, ils sont tellement bien, tu te dis, oh, mais attends, il est tellement bien aujourd'hui. Je pourrais faire ça en plus, et peut-être un peu plus, et peut-être, ah non! Ça y est, ça commence à plus être bien. J'ai dû apprendre la subtilité. Ouais, je te comprends totalement, ce côté de, il faut faire 1 heure. Je l'ai aussi eu. Il faut faire 1 heure. Tu montes à cheval, c'est 1 heure. À la limite, des balades, c'est plus, tu vois. Et des balades, c'est surtout pas moi. Mais une séance en carrière, c'est 1 heure. Et même au début, quand j'ai fait des séances de 10 minutes, j'étais là, mais j'ai rien fait. J'ai même pas fait une détente.
Mais en fait, c'est suffisamment cheval. Mais c'est exactement ça. Et du coup, j'ai essayé aussi de me rendre compte des jours où il avait envie et des jours où il n'avait pas envie. Et du coup, de sortir de ce truc de on doit être parfait 100% du temps, de on doit toujours être au top, on est obligé d'avoir que des bons jours. Parce que moi-même, je l'expérimentais dans ma vie perso. Je me rendais bien compte qu'il y avait des jours où j'avais juste envie de rester au fond de mon lit parce que j'allais super mal. Mais je m'imposais de me lever. Mais en fait, si j'arrêtais de faire passer des choses qui ont moins d'importance que ma santé et mes besoins, et donc que sa santé et ses besoins en premier. Et donc tout ça s'est inscrit dans un cheminement petit à petit qui a été laborieux, où il y a eu des grosses améliorations. Parfois, ça a du coup révélé des nouvelles incompréhensions. Parce qu'en fait, plus ça allait, plus j'essayais d'être dans l'écoute, plus j'essayais de finalement lui demander son consentement. Mais donc plus je lui donnais le droit de parler, plus il disait des trucs et plus ça soulevait des nouvelles choses. Oui, plus ça soulevait des nouvelles compréhensions ou des incompréhensions. C'est ça. Ça soulevait peut-être des trucs que tu pensais acquis et qui ne l'étaient pas. Ou des choses à l'inverse que tu ne pensais ne jamais réussir à faire et que vous étiez capable de faire. C'est exactement ça. Et du coup, dans tout ce parcours en side, j'avais toujours monté un peu en cordelette pour le fun. Et là, du coup, j'avais atterri chez quelqu'un qui faisait du CSO en cordelette, qui travaillait ses chevaux en cordelette. Sa jument avec laquelle elle a tourné en 140 en 100 morts, elle l'aurait fait en cordelette si ça avait été autorisé à l'époque. Elle enchaînait des parcours à 1m40 à la maison en cordelette. Alors. Oui, et là, juste tu te dis, c'est possible en fait. Ça peut être un outil de travail. C'est pas juste pour le fun, on est des touristes, c'est rigolo. Non. Ça peut être sportif. Et en fait, c'était tout ce que j'aime. On pouvait enfin être dans la liberté et dans une forme de performance. Et c'est ce que ton cheval aime aussi. Mais oui, parce que, alors, au-delà des jours où il avait pas envie, Hurlevent, c'est un poney qui aime bosser. Il aime le dressage, il aime l'obstacle, et plus que tout, il aime le cross. Oui. Il est toujours enthousiaste. Les jours où il a envie de bosser, il est toujours enthousiaste pour faire des trucs. Voire même, il y a des jours où je veux faire une détente. Et il commence sur les diagonales à acheter les antérieurs, à me faire des trucs. Et là, il me dit, vas-y, demande des trucs. Aujourd'hui, j'ai envie de bosser. C'est pas un cheval qui a envie de rien faire. Il a juste envie qu'on l'écoute et que je respecte qu'il y a des jours où il a pas envie. Normal, en fait, c'est un être vivant. Si lui, il a envie de bosser le mardi et pas le jeudi, c'est pas toi qui vas lui dire l'inverse. C'est ça. Et du coup, j'ai décidé de casser cette notion de planning que j'avais avant, avec le cliché de lundi c'est stretching, le mardi c'est machin. Ouais. Non, en fait, tu sais quoi ? C'est bien d'arriver à l'écurie avec une idée de ce que tu vas faire, mais ça se trouve pas du tout. Et je me revois encore, certains jours, j'avais mis la selle de dressage, je me disais aujourd'hui c'est dressage. Je commençais à monter. Je sentais qu'il avait pas envie de dresser. Je descendais du coup, j'enlevais la selle de dressage, je mettais le tapis de monte accru et je me disais OK, aujourd'hui c'est freestyle. Et c'était freestyle. Et au final, je redescendais avec le sourire. Le poney, il avait adoré la séance marrante qu'on avait fait. On avait fait un slalom, on avait fait un petit parcours à 50 cm en cordelette. Et il avait juste pas envie de dresser aujourd'hui. Oui, et potentiellement, tu peux aussi avoir l'inverse. Il y a des fois des jours où tu te dis, bon, on va faire une petite séance fun. Et il y a un obstacle qui traîne dans la carrière. Le poney t'emmène sur l'obstacle et tu dis, bon, bah, ok, je vais monter un petit parcours, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc magique. Moins j'en attendais, et mieux ça se passait. Et du coup, comment je peux formuler ça ? À partir du moment où je lui ai donné la liberté de proposer, je me suis lancée dans des challenges que j'aurais jamais pensé me donner à l'époque. Notamment, c'est le moment où j'ai décidé qu'on allait essayer de faire des pirouettes en cordelette. La pirouette, c'était un mouvement qu'on maîtrisait avec un mort et qu'on maîtrisait avec un side. Mais moi, j'étais hyper admirative depuis que j'étais gamine. Voilà, mes rêves de petite fille, c'était les gens qui faisaient des trucs de fou en cordelette. Et je me suis dit, bah voilà, je vais essayer
de faire une pirouette au galop en cordelette. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais je vais travailler dans cette direction pour essayer d'obtenir ça. Et j'ai réussi à l'obtenir. Ça a pris du temps. Ça a pris des mois de travail. Et encore aujourd'hui, en fonction des jours, c'est dur physiquement. J'ai pas tous les jours la pirouette au galop en cordelette. Mais c'est quelque chose qu'il m'a déjà offert et qui pourra potentiellement me réoffrir. Et le niveau de fierté que j'ai ressenti est juste incroyable. Je pense que les chevaux aussi sont capables de ressentir de la fierté à faire des trucs de fou. On va dire, à sortir, comme tu dis, une pirouette au galop. Enfin, il faut un niveau de confiance dans son corps incroyable pour que le cheval soit capable d'offrir ça. Pour être très honnête, je sais pas. En cordelette. Oui, bien sûr, mais je sais pas jusqu'où les chevaux ont du plaisir à faire ça ou s'ils ont du plaisir à nous offrir ça. Je pense que nos chevaux, en tout cas ceux avec lesquels on prend le temps de créer du lien, de l'affect, de l'amour, ils sont heureux de nous rendre heureuses. Et quand ils sentent qu'on est heureuse et fière et enthousiaste et qu'on aime le moment qu'on est en train de partager avec eux, ça les rend heureux. Du coup, je sais que mon poney, il aime sauter, je sais tout ça, enfin je sais qu'il... Mais jusqu'où il aime faire les choses parce qu'il est heureux qu'on soit heureux ensemble. Je ne peux que être d'accord avec toi, c'est une question que je me suis aussi très très souvent pensée. Si on part du principe que le cheval est en bonne santé, que ses besoins fondamentaux sont remplis, et comme tu dis, qu'il y a un lien fort entre le cavalier, enfin entre l'humain et son cheval, je pense que les chevaux sont en effet capables de faire des choses pour nous faire plaisir, on va dire. Que c'est pas forcément quelque chose à rechercher, mais que c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire et que ça leur fait plaisir de nous faire plaisir des fois en fait. Mais complètement, et que ce soit dans le loisir ou dans le sport, je pense notamment en haut niveau. Je pense que si on n'a pas du lien avec son cheval, il y a des situations desquelles il ne nous sortira pas. Je pense notamment à quand on a tourné en complet sur des sacrées épreuves. Je suis pas sûre qu'il m'aurait offert tout ça si on n'avait pas déjà eu ce lien ensemble. Surtout quand, sur le papier, il n'avait pas les capacités... Enfin, il était en limite de capacité de le faire. On était quand même sur un poney. Et au final, il les a survolés, ces crosses d'amateur 1. Tu veux, bon, si t'avais survolé une Club 3, bon, voilà, hein. Tu vois, je pense pas qu'on puisse dire que c'était du lien. Enfin, tu vois, je pense que c'est à relier aussi avec les capacités physiques. Mais en effet, un cheval qui a des capacités physiques où normalement tu te dis, mais il devrait pas être là, ce cheval. Tu vois, typiquement le poney sur une épreuve d'amateur, tu te dis, mais il devrait pas être là. Et en fait, s'il est là, c'est comme tu dis, c'est parce qu'il y a quelque chose entre vous. Sinon, il y serait pas. Sinon, il serait survolé des clubs 3. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, après, il a des bons papiers, attention. Il avait le potentiel pour faire plus que le club 3. Oui, j'entends ce que tu veux dire. Bon, il aurait peut-être survolé une club 1. Et bah, actuellement, il survole les clubs 1 en cordelette, madame. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais tu te dis, mais c'est pas... Enfin, quand tu y réfléchis, t'es quand même sur un poney de 16 ans qui sort en cordelette, quoi. En club 1, face à des gens qui n'y arrivent pas avec des mordures. C'est ça, et il m'épate. Il m'épate au quotidien. En tout cas, voilà, commencer à travailler en side, faire mes premiers CSO en side à l'époque, puisque du coup, c'était autorisé depuis pas si longtemps. Ça m'a vraiment mis dans cette nouvelle perspective de sport et de bien-être. Et donc, du coup, bah voilà, c'est... De lier les deux. Exactement. Du coup, on a fait nos premières 110 en side à l'époque, quand on était chez Christelle. Et c'était génial. Et j'ai eu l'occasion, du coup, de refaire un complet à ce moment-là. Malheureusement, pour le complet en dressage et en cross, bah, le mort était obligatoire. Mais pour le CSO, j'ai pu le faire en side. Puis, voilà, en parallèle, on a continué à bosser en cordelette. En fait, c'était devenu systématique toutes les fins de séance d'obstacles. Je finissais la séance en cordelette, je refaisais le parcours en cordelette. Et plus ça allait, plus on prenait confiance, et lui et moi, dans le fait de sauter en cordelette. Et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit,
vous évoluez en cordelette? Parce que c'est autorisé depuis l'année dernière. C'est autorisé seulement depuis septembre 2023. Oui, c'est ça. Donc on enregistre cet épisode en juillet 2024. Donc là, en effet, va se tenir les premiers championnats de France où la cordelette est autorisée en CSO. Exactement. Et du coup, nous y serons. En que cordelette. Vous faites. Exactement. Et du coup, c'est une expérience de fou parce que donc après être partie de chez Christelle, alors du coup, c'était pas par rapport à elle. C'est juste que j'ai décidé de me rapprocher de la région parisienne pour des raisons professionnelles. Et aussi parce que du coup, faut savoir que mon poney a déclenché de l'emphysème pendant qu'on était dans le sud, notamment à cause de la poussière et tout ça. Et il n'y a pas vraiment de pré dans le sud. Il n'y a pas d'herbe. Non, il n'y a pas d'herbe, il n'y a que du foin. Et moi, je voulais que mon poney il soit au pré parce que pareil, ça s'incluait dans toutes mes remises en question. Hurlevent, il a vécu en boxe pendant des années. Puis en boxe paddock. Et moi, je voulais qu'il vive au pré. Donc aujourd'hui, je vis dans une région qui me permet d'avoir mon poney qui vit au pré, en troupeau, herbe et foin à volonté. C'est la vie que j'ai toujours rêvé de lui offrir. Et à côté de ça, j'ai des installations qui me permettent de continuer à évoluer sportivement. Et actuellement, je crois que l'outil que j'utilise le plus maintenant, c'est la cordelette. Et en fait, c'est marrant quand je vois par rapport à avant. Si on remonte 10 ans en arrière, je montais en 100 morts un jour ou deux dans la semaine et le reste de la semaine, c'était avec un mort. Puis après, il y a eu la période où je montais principalement en side, un petit peu en cordelette, parfois en mort. Et aujourd'hui, on en est arrivé au stade où je monte principalement en cordelette, un petit peu en side, rarement en mort, plutôt pour travailler vraiment des séances de dressage, etc. Parce que j'aimerais bien retourner en complet à la rentrée. Et ça, ce sera obligatoire, donc on va être obligé de se plier aux règles. Mais maintenant, on monte principalement en cordelette et depuis peu, je commence à essayer de tendre vers le travail sans rien du tout. Et en vrai, il me scotche. Voilà. J'en suis arrivée à un stade dans mon équitation avec lui où franchement, après avoir tourné en amateur 1 en CCE avec un poney de moins de 10 ans, je pensais qu'il pourrait pas m'impressionner plus. Parce que déjà, à l'époque, j'étais tellement fière de lui et de nous. Et en fait, aujourd'hui, il a 16 ans. Ça va faire 16 ans qu'il est dans ma vie. Et il arrive presque tous les jours à me sidérer et à m'impressionner et à me rendre fière de lui et de nous. Voilà, il y a 2-3 semaines en arrière, on a enchaîné un petit parcours totalement en liberté pour la première fois. Alors attention, on est d'accord, c'est des obstacles qu'il aurait pu enjamber. Mais n'empêche qu'on était totalement en liberté. Il aurait pas voulu les sauter, crois-moi, il serait passé à côté. Il me l'a offert. Voilà, j'ai pas les mots pour dire à quel point je suis fière de lui, fière de moi, parce que bon sang, j'ai brisé tous les stéréotypes dans lesquels, auxquels on m'a fait croire. Qu'elle en a voulu t'enfermer. Et dans lesquels on a voulu m'enfermer. Et je suis tellement contente d'avoir réussi à l'écouter et à lui offrir un cadre où il puisse se sentir écouté. Parce qu'en fait, plus je le libère, et plus il s'offre à moi, et moins je le contrains, moins je suis dans la contrainte, et plus il a envie de m'écouter et de me faire plaisir finalement. Et on m'a tellement fait croire que voilà, la performance, un cheval à l'écoute, ça s'obtenait dans le contrôle. Et j'ai un problème de contrôle dans ma vie, je le sais. Je travaille beaucoup là-dessus avec mon thérapeute. Mais en fait, voilà, moins je le contrôle, et plus il a envie de m'écouter. Et finalement, ça en dit long sur le lien que j'ai encore avec moi-même, avec ma vie, et du coup avec lui. Oui, parce que comme tu l'as dit relativement au début, ça a été parallèle aux deux évolutions. Ça a toujours été parallèle. Et je crois que le fait d'arriver au stade de monter en cordelette, puis d'enlever la cordelette. Toi qui dis être dans le contrôle, c'est quand même un sacré abandon du contrôle. C'est ça. Que de faire ça. En fait, j'essaie actuellement le nerf de la guerre de mon rétablissement, c'est de travailler le lâcher prise. Parce qu'en fait, après tout ce que j'ai subi, sans m'en rendre compte, j'avais besoin de contrôler chaque paramètre de ma vie pour me sentir rassurée et en sécurité. Parce que j'ai vécu tellement d'insécurité et tellement de danger que j'avais besoin de tout contrôler.
Sauf que la vie me rappelle à chaque instant que je peux pas tout contrôler. Je peux crever un pneu, je peux avoir une météo pas prévue. Il peut se passer plein de choses. Tu peux être malade, tu peux être... Exactement. Et au final, je me suis dit, il faut que tu apprennes à lâcher prise parce que tu peux pas te mettre en angoisse à chaque fois qu'il y a un imprévu dans ta vie. Alors, est-ce que dans le cadre de ta relation avec ton poney, ce serait pas le lieu idéal pour lâcher prise dans le plaisir, dans l'amour finalement, dans la confiance? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le lâcher prise? À l'opposé du contrôle, la confiance, que ce soit en la vie ou en son cheval ou en soi-même. Et donc, parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie, c'est comme ça finalement que je me suis retrouvée à me dire « et puis pourquoi pas ?» et à enlever la cordelette et me dire « au pire quoi ?» Au pire, il me ramène au pré. Au pire, je me casse la figure. Et puis quoi? Et puis en fait, pas du tout. Parce qu'il y a déjà tellement de codes derrière. Il y a des années de travail, au-delà du fait que je monte en cordelette, en side. On est sur un niveau de dressage, de code, avec les jambes, avec le bassin, avec la voix. Sur un niveau de relation. Et de relation qui n'est peut-être pas parfait, mais justement, arrêtons de chercher la perfection. On est déjà à un tel niveau que c'est incroyable, c'est magnifique. Et en fait, même cette cordelette, on n'en a pas besoin pour se comprendre. Elle est là pour apporter du niveau de détail, comme tous les outils devraient l'être. Oui, vous avez sur un tel niveau de communication, en fait. C'est ça. Et la confiance peut venir que quand tu as de la communication. Exactement. Et à partir du moment où on leur donne la possibilité d'être dans la communication avec nous, c'est au-delà de la contrainte. C'est dans cette communication et ce lien d'amour et de confiance que se trouvent les plus belles choses possibles avec nos chevaux. Et du coup, aujourd'hui, voilà, le bilan de ces années de remise en question, c'est que Hurlevent, il m'a appris à être moins exigeante avec moi-même. Et du coup, avec lui, il m'a permis de me rendre compte que la perfection, ça n'existait pas, que faire de son mieux, c'est déjà une victoire en soi. Il m'a appris qu'il y avait des jours avec et des jours sans et que c'était OK. Et ça, franchement, pour moi, c'était pas gagné d'avance. Il m'a appris qu'on pouvait être fier de chaque petit progrès et pas seulement de l'accomplissement final. Et au final, c'est pas de la pirouette dont j'étais fière. C'était de tout le travail et de tous les petits progrès qu'on a fait au jour le jour pour y arriver. Et aujourd'hui, finalement, c'est pas d'être sans cordelette dont je suis fière, c'est de me rendre compte de tout le travail qu'on a fait derrière, tout le lâcher prise et toute la confiance qu'on a créé pour arriver à être capable d'aller galoper dans les champs en totale liberté. Et aujourd'hui, je me rends compte que lui lâcher la bride, ça a été me lâcher la mienne. Et que lui donner le droit de dire non, ça m'a appris que moi aussi j'avais le droit de dire non. Et qu'il faut que j'arrête de dire oui pour faire plaisir à tout le monde, que j'ai le droit de dire non, que j'ai le droit de mettre des limites. Et du coup, c'est fou de se dire que donner le droit à mon cheval de me mettre des limites, ça m'a permis de moi réussir à en mettre avec les gens autour de moi. C'est mon psy, c'est le meilleur psy du monde. Nos animaux, c'est les meilleurs thérapeutes parce qu'ils nous voient tels qu'on est réellement, sans les masques qu'on met face aux gens pour qu'ils nous voient que sous nos meilleurs jours. Nos chevaux, ils nous voient tels qu'on est, peu importe les masques, ils voient à travers. Et ouais, c'est pas une machine, j'en suis pas une non plus. Et le fait de que plus je l'ai libéré, plus il s'est offert à moi, pour moi c'est le plus beau résumé de pourquoi j'ai bien fait d'enlever ce filet et de lâcher prise. Moins je cherche à le contrôler, plus on est connecté et moins j'en attends de nous, plus je suis fière et plus je suis heureuse du résultat, peu importe quel est le résultat. Et voilà, je pense que monter en cordelette, ça m'aura appris tout ça. Et si je devais conclure par un truc, je pense que ma relation avec lui, c'est la plus belle représentation de mon rétablissement psychologique, parce que les deux ont toujours été liés et que tout ça, ça aurait été impossible sans lui. Et du coup, je lui en serais éternellement reconnaissante d'avoir été ma raison de survivre à une époque, puis de m'avoir permis d'ouvrir les yeux sur toutes les conséquences de ce que j'avais subi, de les avoir pointées une à une, ces conséquences, et de m'avoir obligée à ouvrir les yeux sur tout ça,
et travailler avec beaucoup d'ardeur à devenir une personne plus juste avec moi et avec lui. Et pour toi et pour exactement, lui. Pour moi et pour lui. Pour pouvoir un jour être heureuse, complètement, libérée des abus que j'ai subis et d'être juste épanouie dans ma vie, avec et grâce à lui. Je ne vois pas comment mieux finir cet épisode. C'est-à-dire que ma dernière question que j'avais, c'était quels sont tes conseils pour lier une bonne relation à ton cheval, avec ton cheval. Mais du coup, c'est les 5 dernières minutes que tu viens de dire. Tu peux réintégrer la question au pire, mais... Tu m'as volé la question. Mais tu me l'as tellement bien volée. C'était tellement bien volé qu'il y a vraiment pas de souci. C'était tellement spontané que merci pour avoir livré ça. Merci pour avoir livré ton histoire du début à la fin avec Hurlevent. Je pense que, comme dit, si les gens ont envie d'en tirer des leçons supplémentaires, ils peuvent réécouter cet épisode. Je pense qu'il y a une deuxième lecture qui va être totalement possible de cet épisode. Donc merci pour ta sincérité. Merci d'avoir accepté d'en parler. Et merci d'accepter de le montrer, en fait, parce que tu le montres au quotidien. Tu montres au quotidien ta vie, ta relation, ton harmonie avec Hurlevent. Merci de m'avoir invitée et merci de m'avoir donné un espace pour en parler, parce que ça fait quelques années que je suis un petit peu plus transparente quant au fait que j'ai une santé émotionnelle et psychologique fragile et que j'ai des périodes qui sont compliquées, mais j'avais pas parlé du fond du problème. Et en fait, je pense que c'est important, d'en parler, parce qu'en fait, faut pas oublier qu'un enfant sur 10 subit des abus, et qu'en fait, sur toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, il y en a peut-être un paquet qui ont subi des choses vraiment pas chouettes. Et j'ai envie de dire que un jour à la fois, on s'en remet petit à petit, qu'il n'y a pas de honte à aller mal, qu'il n'y a pas de honte à se faire aider, et que même si c'est pas facile, heureusement qu'on a nos animaux, et heureusement qu'on a des gens autour de nous pour nous offrir de la bienveillance, de l'écoute, et que même si la route est longue, il y a des jours meilleurs qui arrivent. Ouais. Tu en fais un très bon exemple, en tout cas dans cette histoire, enfin dans ton histoire. Donc merci de l'avoir parlé. Enfin, c'est un sujet que je trouve tellement important parce que comme tu dis, il y a tellement de personnes qui osent pas en parler parce qu'elles en ont honte, alors qu'en fait on n'est pas seul. Enfin, le sentiment de honte, c'est de se sentir isolé. Il vient quand on se sent isolé et on n'est jamais isolé, on n'est jamais seul dans notre situation. La honte doit changer de camp. Ouais. Dans tous les sens du terme, que ce soit vis-à-vis des violences commises sur les enfants, mais aussi dans le monde équin. Ouais. Il est temps de remettre le bien-être de nos chevaux au centre de l'équation. Au centre de notre pratique. Et effectivement, je pense que le conseil pour améliorer sa relation à son cheval, voilà, c'est remettre son cheval au cœur de cette équation qu'est l'équitation. Et apprendre à l'observer, apprendre à l'écouter et faire ce qu'il faut avec ce qu'on entend, surtout. Parce que au-delà de l'écouter, faut faire ce qu'il faut une fois qu'on l'a entendu. Faut l'entendre. Écoute, merci pour cet épisode. Il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que... Alors, t'es active sur Instagram. Donc, ton compte, c'est Hurlevent des Nouettes. Ouais, c'est ça. Il sera en description, enfin, il est en description de cet épisode. Donc, pour les gens qui veulent te retrouver, ils ont juste à cliquer sur le lien. Il me semble que t'es sur TikTok aussi. Alors, je viens de redéterrer mon compte TikTok. Ok. Mais c'est mi-Hurlevent, du coup. Et de base, j'étais sur Facebook avant Instagram. Et de base, j'étais sur Facebook avant Instagram. Donc, il y a des gens qui nous suivent depuis 10 ans sur Facebook. La page est toujours active. Mais en fait, c'est les publications d'Instagram qui se republient sur Facebook. Donc, Instagram en priorité.
Facebook pour celles qui n'ont pas Instagram. C'est ça. Et TikTok potentiellement, si tu arrives à maintenir ton compte zombifié, quoi. C'est ça, je promets pas d'être aussi fidèle que sur Instagram. C'est beaucoup de travail de publier du contenu au quotidien. Mais j'ai bien envie de réessayer de me relancer là-dedans. Et bah écoute, comme ça, les gens pourront venir te parler suite à cet épisode. Et puis bah écoute, encore une fois, merci d'avoir confié ton aventure. Et puis ben, bonne soirée, journée, matinée, où que soient les personnes qui nous écoutent au moment-là. Ben, merci à tous et à très bientôt peut-être pour de nouvelles aventures. Oh bah oui, j'en doute pas. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.